Vous écoutez On lit pour vous. Être ou ne pas être. Un texte par Mélissa Guillemette, paru le 13 février 2026 dans la revue Québec Science. La définition du vivant fait débat depuis des siècles. Un micro-organisme prélevé dans les eaux de Shimoda, au Japon, a révélé une grande surprise à une équipe de recherche. Il contenait une archée qui a vraiment très peu de talent. Les archées sont des organismes unicellulaires, sans noyau, un peu comme des bactéries. On n'attend pas d'elles qu'elles gagnent une médaille olympique pour leur prouesse physique, mais un peu d'autonomie serait la base. Or, pour ce qui est de l'archée récemment découverte, qui vit comme un parasite, ses seules capacités apparentes sont de produire des protéines à partir de son génome et de répliquer ce génome, explique Ryo Harada, un membre de l'équipe qui travaille désormais comme chercheur postdoctoral à l'université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse. Celle que le groupe japonais propose d'appeler Sukuna Archaeum mirabile, dans une pré-publication de 2025, possède un minuscule génome qui a permis d'identifier sa nature. Sukuna Archaeum ne peut pas survivre seule, ajoute-t-il. Elle doit obtenir tous ses nutriments, y compris son énergie, à partir de sources externes. Bref, le micro-organisme marin dans lequel elle loge, telle une poupée russe, la fait vivre. Mais au fait, Sukuna Archaeum mirabili vit-elle vraiment? Après tout, son niveau de dépendance fait un peu penser à celui des virus, qui ne sont pas considérés comme vivants par la majorité des scientifiques. Allez savoir, il n'existe toujours pas de définition du vivant qui fasse consensus. La science a certes progressé à ce sujet depuis les premières réflexions. Pour Aristote, le vivant possédait une âme. Pour Kant, le vivant était un être organisé et s'organisant lui-même. Puis, il y a eu la tentative de la NASA en 1994. Le vivant est un système chimique autonome capable d'une évolution darwinienne. Voilà qui exclut notre archée japonaise, pas du tout autonome. Les archées comptent pourtant parmi les 3 grands domaines de l'arbre du vivant, avec les bactéries et les eucaryotes, soit les organismes allant des micro-algues jusqu'à nous. Alors qu'on cherche les premières traces de vie sur Terre et que la quête de signes de vie dans le cosmos s'accélère, est-il temps de se brancher sur une définition plus sophistiquée? Sans elle, comment pourra-t-on crier « bingo » ? Critères imparfaits. Le problème s'est imposé ces dernières décennies quand des scientifiques ont découvert toutes sortes d'organismes sortant de la norme grâce aux outils moléculaires, comme des virus géants et des bactéries minimalistes vivant en symbiose à l'intérieur des cellules de leur hôte, quasiment comme des organes de celles-ci. Chaque fois, le débat est relancé sur ce qui constitue la vie. Et les définitions ne manquent pas. En 2011, Edward Trifonov, professeur à l'université de Haïfa, en Israël, en a recensé 123. Dans un article publié dans le
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, le biophysicien a extrait les mots essentiels de ces définitions pour en proposer une nouvelle, auto-reproduction avec variation. Elle n'a pas réussi à rallier la communauté scientifique. Pour comprendre le casse-tête, faisons un petit tour des critères qui reviennent souvent dans les définitions. Pour être considéré comme vivant, il faudrait posséder des instructions génétiques qui permettent un certain fonctionnement, être composé d'au moins une cellule délimitée par une membrane et métaboliser du matériel biologique comme des protéines, être capable d'adaptation ou de mutation, répondre à l'environnement, savoir se reproduire et avoir une durée de vie limitée. Pour vivre, il faut pouvoir mourir. Tous ces critères posent problème à un moment ou à un autre. Par exemple, le mulet, issu de l'accouplement d'un cheval et d'un âne, est incapable de se reproduire. Même chose pour la plupart des abeilles. Ces animaux sont-ils non vivants pour autant? Quant au critère qui veut que le vivant soit capable d'adaptation ou de mutation, il est peut-être pertinent, mais il pose problème aux biologistes, car il est difficile à utiliser pour déceler une éventuelle forme de vie dans l'espace. Si de potentiels organismes vivants étaient trouvés, il faudrait attendre de voir s'ils évoluent pour s'adapter afin de confirmer leur statut de vivant. Voilà qui serait long. Jaime Gómez Márquez, biologiste et professeur à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, n'a pas jeté l'éponge. Il fait partie de ceux et celles qui continuent à apporter de l'eau au moulin. La biologie est la science qui étudie la vie, et c'est donc paradoxal que nous étudiions quelque chose depuis des millénaires sans définition universellement acceptée. Cette énigme intellectuelle alimente ma curiosité et motive mes ambitions de recherche, explique-t-il. Ces dernières années, il a rédigé plusieurs articles proposant de nouvelles définitions du vivant. En gros, il suggère de voir le vivant comme un processus dynamique plutôt que comme un système ou une machine figée, et souligne l'importance centrale du carbone. En effet, toutes les formes de vie connues reposent sur des molécules organiques composées de carbone et sur des mécanismes chimiques liés au carbone. Dernier point, le rôle de l'information génétique dans le maintien de la vie. Sa définition la plus récente omet toute mention à la reproduction et à l'évolution darwinienne. Aucune des deux n'est strictement nécessaire à l'existence de la vie. Ces propositions n'ont, elles non plus, pas fait l'unanimité. À un certain point, une réunion internationale va être nécessaire pour élaborer une définition qui satisfasse la plupart des biologistes, même sans atteindre l'unanimité, pense le chercheur. L'établissement d'un consensus est crucial pour éviter l'ambiguïté conceptuelle persistante qui freine le progrès en sciences biologiques. Il n'existe toujours pas de définition du vivant qui fasse consensus. Faut-il s'ouvrir l'esprit? La vie en gris. Peut-être faut-il s'ouvrir l'esprit. En 2021, un groupe de scientifiques, incluant la Canadienne Barbara Sherwood Lawler, géologue et professeure
au département des sciences de la Terre de l'Université de Toronto, a publié un article intéressant dans la revue Life. Le groupe affirme qu'il faut accepter la zone grise du vivant. En effet, à partir de quand un système chimique devient-il un système biologique? C'est la question qui se pose quand on réfléchit à l'origine de la vie sur Terre. Beaucoup de réactions chimiques organiques avaient cours avant l'apparition de la vie, il y a au moins 3,5 milliards d'années. Puis, à un certain moment, il y a eu ce saut vers le biologique. Or, ce saut n'a probablement pas eu lieu d'un coup. Il faudrait donc reconnaître les stades entre les deux états lorsque l'on cherche des signes de vie, selon ces scientifiques. Si nous ne prenons en compte que le vivant le plus univoque et par conséquent le moins gris, nous risquons de ne pas reconnaître une forme de vivant très différente ou très nouvelle, écrivent les auteurs et autrices. L'ancêtre de tous les organismes vivants sur Terre, une espèce, évidemment inconnue, qu'on surnomme LUCA, de l'acronyme anglais de Last Universal Common Ancestor, ne correspondait peut-être même pas aux conditions généralement acceptées du vivant. Une partie des scientifiques pense en effet que LUCA était semi-vivant, dépendant grandement de réactions géochimiques de son environnement pour survivre. Il faut cesser de voir les choses de façon binaire en classant les systèmes comme étant soit vivants, soit inertes. La zone grise, voilà qui rejoint la perspective de Christophe Malater, professeur au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal, présenté dans une publication de 2024, toujours dans Life. Pour lui aussi, il faut cesser de voir les choses de façon binaire, c'est-à-dire en classant les systèmes comme étant soit vivants, soit inertes. On voit qu'entre les deux, il y a des choses assez compliquées qu'on a du mal à capturer juste avec les mots « vivant » et « non vivant ». Ce sont deux catégories trop grossières pour le type de finesse que les scientifiques voient à l'échelle moléculaire. Pour lui, le vivant serait plutôt un spectre. Un peu vivant, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Exit la définition du vivant. Il suggère plutôt la reconnaissance de l'existence d'une lifeness graduelle qui est le signe d'un certain degré de sophistication fonctionnelle d'entités ou de systèmes chimiques qui sont capables, petit à petit, de réaliser certaines fonctions mieux que d'autres systèmes. Un système capable de s'encapsuler dans une membrane de façon rudimentaire serait faiblement vivant. S'il arrive à avoir une activité chimique pour assurer des fonctions, il sera plus loin sur le spectre. Mais le rejet de toute définition tranchée sera difficile à faire passer. En tant qu'humain, on est confronté à des choses qui étaient vivantes et qui ne sont plus vivantes, note-t-il. Cette binarité à laquelle on fait face, de cet être cher qu'on perd, c'est quelque chose de fortement ancré en nous. C'est ce qui fait qu'intuitivement, on est assez accroché à avoir une définition du vivant. Avançons. Peut-être faudrait-il donc accepter que le vivant n'ait pas de définition précise, ou qu'elle varie d'une discipline à l'autre? Des scientifiques et philosophes
dont Carol Cleland et Edward Machery aux États-Unis, ont même argué ces dernières années qu'une définition était inutile, voire impossible. Les chercheurs et chercheuses se disent aujourd'hui « Avançons et on verra bien si c'est vivant ou pas. Mais avançons », remarque Christophe Malater. C'est ce que fait le domaine de la biologie synthétique, en plein essor depuis 2010, quand l'équipe du chercheur Craig Venter a remplacé le génome d'une bactérie par une version 100% faite en laboratoire. Plusieurs travaux dans le domaine consistent à utiliser des matières non vivantes pour tenter de créer quelque chose qui se rapproche du vivant ou, à l'inverse, à dénuder un organisme vivant jusqu'à sa plus simple expression, en éliminant peu à peu différents gènes superflus, explique la professeure du département de bio-ingénierie de l'Université McGill, Cogruta Ignea. Ces travaux défient parfois les définitions du vivant. Madame Ignea voit dans le flou autour du vivant un beau défi à relever. C'est certain que ce serait agréable d'avoir une définition claire, mais le fait qu'il y ait cette controverse est en réalité une motivation pour approfondir nos connaissances, non? C'est en essayant de construire quelque chose de vivant qu'on peut comprendre comment ça s'est fait au départ, c'est-à-dire comment la vie a émergé sur Terre. Ryo Harada, le Japonais, installé en Nouvelle-Écosse, n'a aucun doute, même si ses travaux n'ont pas encore été publiés. Le microbe qu'il a découvert dans le plancton est bien vivant. Pour moi, posséder une structure cellulaire et l'habileté de se répliquer est une caractéristique importante du vivant. Et je vous rappelle qu'il existe des bactéries qui ont des génomes encore plus petits et elles sont considérées comme vivantes. Quant à Jaime Gomez Marquez, il travaille sur une nouvelle définition qui sera publiée prochainement. Il ne perd pas confiance dans le fait qu'un consensus viendra. Quelle que soit la proposition gagnante, son adoption constituera une étape importante pour la biologie. La crise essentielle sera résolue. Le cas des virus. Les virus sont-ils vivants? Au secondaire, les jeunes apprennent que non. En réalité, la communauté scientifique demeure divisée à ce sujet. D'une part, les virus ne sont pas faits de cellules. Ces amas de protéines et de matériel génétique utilisent la machinerie cellulaire de leur hôte pour se répliquer et combler leurs besoins en énergie. D'autre part, la majorité des virus ont bien une enveloppe qui les délimite. Ils peuvent muter, évoluer et se répliquer. Faut-il ouvrir nos œillères? Je fais partie de ceux qui pensent que les virus représentent une catégorie très particulière d'entités vivantes, un groupe que je qualifie de « système vivant sans vie », indique Jaime Gomez Marquez, professeur au département de biochimie et de biologie moléculaire de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour inclure ou exclure les virus dans l'arbre du vivant, il faudra une définition claire du vivant. C'était « Être ou ne pas être », texte écrit par Mélissa Guillemette, paru le 13 février 2026 dans la revue Québec Science.
Outremont, bientôt la fin pour des ateliers d'artistes. Un texte de Roxane Léouzon paru le 29 juillet 2026 dans Le Devoir. Malgré les efforts des pouvoirs municipaux pour protéger les ateliers créatifs montréalais, les artistes restent vulnérables à la crise du logement. Les cas d'éviction de leur lieu de travail continuent de se multiplier dans les quartiers centraux. Voici un de 2 cas imminents. Le 435 rue Beaubien-Ouest, à l'angle de la rue du Rocher, est un ancien bâtiment en briques construit en 1919. Il est témoin, selon la ville, du passé industriel du secteur. Depuis, le quartier a bien changé. Le campus 1000 de l'Université de Montréal a poussé à proximité, de même que des tours de condos locatifs modernes. Le bâtiment industriel, lui, a été adopté depuis des années par des artistes et artisans en tout genre, dont des musiciens, des peintres, des céramistes, des tatoueurs et des concepteurs de meubles. Ils sont aujourd'hui 120 à se partager 27 000 pieds carrés de ce qui seraient les derniers ateliers d'artistes d'Outremont. C'est très diversifié. L'abordabilité historique de ces studios a permis à beaucoup de gens comme moi de débuter ou de développer leur pratique. Je me suis fait plusieurs contacts en étant ici, explique la designer de mode Anna Isolde Goodman, fondatrice de la marque Anna Isolde. Anna Isolde Goodman fait grandir depuis 10 ans son entreprise au 435 rue Beaubien-Ouest, dans un local de 800 pieds carrés, 74 mètres carrés, qu'elle partage avec 4 autres artisans de la mode. Elle y fait tout, toute seule, des patrons à la fabrication de robes, de blouses, de jupes et de pantalons de style vintage. Elle est membre du collectif Super Studio qui regroupe une 40aine d'occupants du bâtiment. Comme plusieurs de ses collègues, Mme Goodman est très stressée par les temps qui courent. Le propriétaire du bâtiment, Hill Park Capital, et le promoteur Mondev comptent remplacer l'immeuble par un nouveau complexe résidentiel de 11 étages. Ce dernier prévoit 176 logements locatifs, surtout des 3,5 et des studios, ainsi que des espaces commerciaux. La démolition est prévue au cours des prochains mois, selon Hill Park. Les propriétaires ont promis aux artistes de les aider à trouver de nouveaux espaces correspondant à leurs besoins. Mais pour l'instant, les options qui leur ont été soumises sont trop chères, parfois le double de ce qu'ils payent en ce moment, ou alors loin de chez eux, dans des quartiers moins centraux. Je ne veux pas perdre mon entreprise, mais je sens qu'il y a beaucoup de barrières devant moi, confie Anna Isolde Goodman, qui réside près de là, dans la petite patrie. Elle est de retour d'un congé de maternité depuis peu et sa situation d'affaires est déjà instable. De plus, une communauté unique risque d'être perdue, craint-elle. Un vibrant labyrinthe. La designer entraîne le devoir dans les couloirs de briques peintes en blanc du labyrinthique immeuble de 4 étages. Celui-ci est hétéroclite. Certaines parties occupées du bâtiment tombent en ruine. Des toilettes sont condamnées. Le toit coule dans les anciens studios lumineux de la maison de disques Arbutus Records, dont les grandes fresques murales sont encore pratiquement intactes. Ils sont maintenant occupés par un musicien et une artiste multidisciplinaire. C'est d'ailleurs l'état de détérioration avancé du bâtiment qui justifie sa démolition, selon Hill Park Capital. Il présente des enjeux importants en matière de sécurité et il ne peut malheureusement pas être rénové de façon réaliste, a déclaré l'entreprise par courriel. Selon plusieurs locataires, l'immeuble s'est notamment détérioré en raison de la négligence des propriétaires. Tout l'hiver, il n'y avait pas de chauffage et pas d'eau chaude, a fait observer Mathilde Jobin, qui crée surtout de la peinture et de la céramique dans son studio. Malgré ce manque d'entretien et de services, les loyers ont augmenté, souligne Anna Isolde Goodman. Dans ce contexte, plusieurs artistes sont déjà partis. D'autres parties de l'immeuble ont par contre été récemment rénovées. L'entreprise de construction Modular avait déménagé il y a moins de 3 ans dans environ 20 000 pieds carrés, 1858 mètres carrés de bureaux rénovés et modernes. Plusieurs autres de ces beaux locaux sont toutefois vacants.
On ne comprend pas pourquoi ça va se faire démolir alors qu'une partie a été rénovée il y a si peu de temps, indique Mathilde Jobin. Impuissance et colère. Face à la situation, cette dernière ressent de l'impuissance et de la colère. Il faut parler du problème. Il n'y a pas de protection pour les locaux d'artistes, déclare-t-elle. Plusieurs locataires aujourd'hui touchés ont déjà été évincés plusieurs fois de leur studio, notamment du 305 rue de Bellechasse, un cas médiatisé dans lequel Hill Park et Mondev sont aussi impliqués. Notre métier est précaire et en plus, on n'a pas de lieu accessible pour le pratiquer, fait valoir Mme Jobin. On se fait ostraciser d'un quartier qui a été connu pour sa communauté artistique. On utilise le fait qu'il y a des artistes dans le Mile Lakes pour dire que c'est un quartier le fun, vibrant, où il se passe plein de trucs culturels, mais on nous chasse de là. Le conseil d'arrondissement d'Outremont est favorable au projet. La mairesse, Caroline Brown, se dit toutefois déterminée à protéger les artistes. Avant de donner les permis nécessaires à la démolition et à la construction, le Conseil demande aux promoteurs de retourner à la table à dessin pour y intégrer des ateliers qui correspondent à leurs besoins. On a aussi demandé aux promoteurs de nous fournir une preuve que les artistes allaient être relocalisés, a affirmé Caroline Brown par courriel. Pour nous, c'est important de s'assurer que les artistes ne se retrouvent pas sans alternative. Un organisme à but non lucratif pourrait être mandaté par l'arrondissement pour représenter les artistes et conclure une entente avec le promoteur. Pour l'instant, les artistes se sont regroupés et formulent des demandes comme un entretien hebdomadaire des toilettes jusqu'à leur éviction, un loyer similaire dans un nouvel endroit temporaire et la priorité sur les espaces qui seront disponibles dans le futur immeuble. Malgré tout, il doute que l'ensemble des locataires actuels intégreront le projet, qui restera principalement résidentiel. C'était, dans Outremont, bientôt la fin pour des ateliers d'artistes, un texte de Roxane Léouzon paru le 29 juillet 2026 dans Le Devoir.